Des à des Gamermat, mes chers auditeurs, je suis le Marweiler, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle réflexion, à savoir, qu'est-ce que c'est qu'un bon dirigeant? La question paraît bête, mais au final elle ne l'est pas tant que ça, surtout si nous souhaitons et si nous sommes amenés à diriger un pays, nous sommes tenus de répondre à cette question. Et dans le même temps, cela permettra d'apporter un éclairage sur la situation politique actuelle, car en effet, la réponse à cette question apporte une réponse partielle à une autre question qui est « Pourquoi les politiques de l'État français aujourd'hui sont-ils si nuls ?» Tous bords confondus d'ailleurs, hein. Là je ne fais pas de partisanerie politique. Donc pour répondre à cette question, on va devoir faire un petit peu de philosophie. Donc il faut comprendre globalement que philosophiquement parlant, au regard de la manière de diriger et de l'essence de ce qu'est un dirigeant, il y a globalement deux écoles qui s'opposent. La première qui est dite augustinienne et la seconde qui est dite machiavélienne. Donc, l'école augustinienne, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le résultat des travaux de trois grands philosophes antiques et médiévaux, à savoir Aristote, saint Augustin et saint Thomas d'Aquin. Saint Augustin étant le socle principal de cette école philosophique, puisque c'est lui qui a véritablement explicité cette idéologie du dirigeant vertueux. Donc c'est une école qui affirme que le dirigeant a un devoir premier et absolu envers son peuple, qui considère qu'il a également un devoir d'exemplarité aussi bien envers lui-même qu'envers son peuple, particulièrement puisqu'il est le premier représentant de sa nation, et donc cette école entraîne, elle conçoit que 1. Le dirigeant doit être un exemple vertueux pour sa population, et 2. Il doit avoir en permanence à cœur, donc soit le bien de la cité au sens aristotélicien du terme, soit au bien de sa nation, de sa population, ce qui revient à peu près au même dans l'absolu. Cette école de pensée a basiquement façonné l'Europe médiévale. C'est une politique qui est évidemment très largement façonnée par le christianisme, puisque saint Augustin et saint Thomas d'Aquin étaient bien évidemment des catholiques, et qu'ils ont été canonisés d'ailleurs. Les socles de ce gouvernement vertueux sont donc les vertus, essentiellement les vertus cardinales et théologales du christianisme, qui sont très fortement en lien avec les vertus aristotéliciennes. Donc on rappelle, ces vertus, c'est d'une part la prudence, la tempérance, la force d'âme et la justice, et d'autre part la foi, l'espérance et la charité. Donc respectivement les vertus cardinales et les vertus théologales. Parmi les vertus à mettre le plus en avant dans un gouvernement vertueux au sens augustinien du terme, on pense bien entendu notamment à la prudence, à la justice et à la charité, qui sont en fait le socle de ce qu'on pourrait appeler un gouvernement vertueux. Ce gouvernement vertueux ayant aussi pour objectif, à son tour, de susciter la vertu dans le cœur des peuples qui sont gouvernés par ce qu'on pourrait appeler le dirigeant juste. Donc en fait, non seulement un chef d'État se doit d'être prudent, juste, tempérant, charitable et volontaire, dans le sens doté d'une grande force d'âme, mais en plus, il doit, par son exemple, inciter son peuple à faire de même. On a un dicton qui dit que le poisson pourrit par la tête, mais ce qu'on souligne peu, c'est que de la même manière, la vertu ruisselle depuis la tête. Et c'est pour cela d'ailleurs que les élites en général, et pas seulement le dirigeant, ont une grande responsabilité dans la formation vertueuse ou vicieuse d'ailleurs, dans les pratiques vertueuses ou vicieuses de la population, puisque très largement, ce sont elles qui les incitent.
On a ainsi l'exemple malheureux de la fameuse libération sexuelle de mai 68, qui à la base était voulue par les bourgeois pour satisfaire leurs bas instincts primaires, et qui a été par la suite adoptée par l'ensemble du peuple, et avec des résultats donc, qui ont été catastrophiques au niveau de la destruction de la famille, des idéologies délirantes, etc. De l'autre côté, nous avons l'école dite machiavélienne, donc du nom de Nicolas Machiavel, qui était un diplomate et un politicien italien du début du XVIe siècle, humaniste florentin, qui a développé une nouvelle théorie du pouvoir en contre-pied quasi absolu de la thèse augustinienne, pourrait-on dire, qui était en vogue jusqu'alors. En effet, Machiavel, dans sa philosophie politique, si on peut appeler ça de la philosophie, sépare la morale du pouvoir. C'est-à-dire que, à partir de Machiavel, l'exercice de la morale est résolument distinct de l'exercice du pouvoir, et du coup, le premier objectif du pouvoir d'après Machiavel est sa propre perpétuation. Par la suite, l'institution politique résultante de la pensée machiavélienne sera théorisée et mise en avant par Thomas Hobbes, le fameux auteur du Léviathan. Cette école théorise l'État comme finalité absolue de la nation. Et couplée par la suite aux thèses rousseauistes du contrat social et du vivre ensemble, entre guillemets, cela donnera une société moderne, la plupart des sociétés modernes d'ailleurs, dans lesquelles, eh bien, tout simplement, la loi est la finalité de la société. Et cela donne lieu, en fait, au phénomène extrêmement visible aujourd'hui, dans lequel toute théorie, toute pensée, toute morale est jugée à l'aune de la loi. Ce qui conduit à des situations aujourd'hui aberrantes, comme si vous osez remettre en cause le transsexualisme, par exemple, eh bien, comme c'est un délit, qui, entre parenthèses d'ailleurs, est très mal défini, eh bien, remettre en cause le transsexualisme est immoral, ce qui n'a absolument aucun sens. Ou encore, si vous êtes un nationaliste breton, corse ou que sais-je encore, donc d'une minorité opprimée sous occupation étrangère, eh bien, vu que c'est illégal d'être séparatiste, puisque la République est une, est indivisible, eh bien, votre posture est immorale, et on va vous dire, vous êtes un séparatiste, vous êtes ignoble, ce qui n'a, de la même manière, aucun sens. En fait, on arrive à cet état parce que la loi, c'est la finalité par laquelle se perpétue l'État et le pouvoir. Donc avec, bien évidemment, l'usage de ce qu'on appelle la force publique, donc c'est-à-dire la police et la gendarmerie, qui ne sont en fait rien d'autre que les appareils répressifs d'un État qui cherche sa propre perpétuation, mais aussi, bien entendu, tout l'appareil judiciaire qui vise à punir tout ce qui remettrait en cause la perpétuation de cet État. Donc la perpétuation est la finalité de l'État au sens machiavélien et hobbesien, si j'ose dire, excusez-moi l'expression, du terme. Dans l'école machiavélienne, on constate aussi l'absence de ce qu'on pourrait appeler une cause finale, une cause supérieure à laquelle on devrait tendre. Donc selon la science naturelle téléologique qui était notamment propre à Aristote, puisque c'était justement lui qui avait développé que l'exercice de la vertu procède d'une cause première et conduit à une cause finale. De même, l'école machiavélienne est à l'origine du principe de ce qu'on pourrait appeler la politique rhétorique, c'est-à-dire en fait l'organisation de débats contradictoires ou non, de discours, etc. Autrement dit, la politique est non plus dans l'action, mais elle passe dans le débat. Il s'agit non plus d'agir pour le bien public, donc d'agir au sens aristotélicien du terme, mais de débattre pour convaincre l'autre du bien fondé de notre ensemble politique. Alors, les bases étant succinctement posées, nous allons maintenant pouvoir répondre un petit peu plus concrètement à une question, à savoir pourquoi les politiciens de la République française sont-ils si nuls ? Eh bien déjà, on peut apporter un élément de réponse dans le fait que, tout simplement, la plupart des gens sont, de manière généralement inconsciente, de l'école augustinienne, alors que la plupart des politiques sont de l'école machiavélienne. Comment cela, me direz-vous ? Eh bien, la plupart du temps, si vous interrogez quelqu'un sur ce que devrait être un politique, normalement, il va vous répondre que c'est quelqu'un qui agit pour
améliorer le niveau de vie des gens, assurer la prospérité de la nation, bref, travailler en vue du bien public, d'une part, et d'autre part, bien évidemment, d'être des personnes vertueuses et exemplaires. Et ce, d'ailleurs, quelle que soit la méthode de désignation d'arrivée au pouvoir de la personne politique, que ce soit une entité monarchique, démocratique ou n'importe quoi. En fait, les gens attendent normalement de leur politique que ce soit des personnes vertueuses qui agissent pour le bien. Je me répète, mais c'est important d'insister sur ce point. Et face à eux, il y a des gens qui sont dotés d'un double problème. Le premier étant qu'ils sont biberonnés à la politique, on pourrait dire la philosophie, même si le terme est assez inexact, machiavélienne, et qui, couplés à un système démocratique avec des élections qui sont quand même relativement courtes, exacerbe leur appétence à tout faire pour la perpétuation du pouvoir et à ne pas faire grand-chose pour la résolution des problèmes publics, puisque, de toute manière, ce sera au mandataire suivant de s'en occuper. Et ça, au final, c'est une des raisons, parmi beaucoup, de la déconnexion entre les politicards, d'une part, et les gens du commun, entre guillemets, de l'autre. C'est tout simplement que les uns et les autres n'attendent absolument pas la même chose de la politique. Et cette manière d'être machiavélienne, en fait, est particulièrement exacerbée chez les gauchistes, particulièrement, puisqu'ils font en général non seulement montre d'une absence totale de vertu, au sens aristotélicien du terme, en particulier d'ailleurs la prudence, mais aussi parce que la solution universelle qu'ils proposent à tous les problèmes, c'est d'arroser d'argent public le problème jusqu'à ce qu'il s'en aille de lui-même, et que ça, c'est quelque chose de profondément et de fondamentalement machiavélien, puisque c'est une action qui n'apporte aucune résolution concrète aux problèmes posés, mais qui en revanche a l'immense mérite de beaucoup aider aux réélections, parce que, dans l'absolu, personne, ou presque, ne dit non à de l'argent gratuit. Mais le problème, c'est que cette méthode de résolution, en fait, n'est rien d'autre qu'un cache-misère temporaire, qui ne résout absolument rien sur le long terme. Et au bout de 5 ans, 10 ans, on se retrouve avec les mêmes problèmes, mais en pire. Pourquoi ? Parce qu'une bande de gens est plus obnubilée par la perpétuation du pouvoir, et en particulier de leur pouvoir et du pouvoir de leur caste, plutôt que réellement l'amélioration réelle de la situation, quitte à pour cela risquer une certaine impopularité ou de faire des sacrifices nécessaires. Et bien entendu, toutes ces choses-là sont aggravées par, d'une part, quelque chose qui résulte directement de cela, à savoir le fait que la classe politique se dissocie progressivement de plus en plus de la population qu'elle est supposée gouverner, mais en plus, cela fait également suite à une perte généralisée de niveau culturel au niveau du dialogue politique, des débats, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens ne se donnent même plus la peine de réellement débattre de manière, on pourrait dire, sereine et surtout élégante. Alors, bien entendu, un dirigeant n'est pas supposé forcément savoir tout sur tout. C'est de toute façon résolument impossible. Mais c'est la raison pour laquelle, normalement, il s'entoure de ministres qui, eux, sont supposés avoir une certaine forme de compétence, on l'espère supérieure, dans les domaines qu'un chef d'État est tenu d'aborder. Le problème, c'est que là, on a un cas d'incompétence généralisée, d'effet d'annonce, et en fait, dans une société qui est en cours d'effondrement, de la recherche de la conservation de l'ordre et du pouvoir, encore un petit peu, entre guillemets, le plus longtemps possible. Ce qui explique par ailleurs un certain nombre de décisions politiques extrêmement étranges, comme par exemple la mollesse dont a fait preuve le gouvernement vis-à-vis des émeutes qui ont suivi la mort accidentelle du délinquant multirécidiviste Naël, tout en s'en prenant de l'autre côté avec une extrême violence aux nationalistes français et aux colleurs d'affiches qui manifestaient leur tristesse et leur détresse après le meurtre à coups de couteau du jeune Thomas en France, à Crépol, par une bande de racailles halogènes. Alors au bout du compte, qu'est-ce que c'est être un bon dirigeant ? Et je pense que de manière générale, on peut dire qu'est-ce que c'est qu'un bon administrateur. Quelle que soit d'ailleurs la nature du dirigeant, de l'administrateur, d'où le fait que je fasse la distinction.
Donc déjà, la première chose, c'est de reconnaître que la politique est ce qu'on pourrait appeler un métier d'élite. C'est-à-dire qu'il est nécessaire d'avoir clairement un certain niveau de culture générale, de compétences littéraires, de philosophie, de géopolitique, etc. Mais il est encore plus important, au bout du compte, que cette élite intellectuelle soit moralement responsable. Alors évidemment, par rapport aux politicards d'aujourd'hui, on part de loin, puisque dans un premier temps, être moralement éthique et responsable, ça consisterait déjà à arrêter de sniffer de la cocaïne et de participer à des orgies. Et je vous garantis que c'est à peine une exagération quand on sait qu'aujourd'hui, des politicards de l'État français sont ouvertement cocaïnomanes. De plus, il faut impérativement mettre fin à la culture du spectacle politique. De manière générale, un dirigeant se doit normalement d'être sobre et mesuré. Il n'est pas là pour faire le show, entre guillemets. Et ça fait partie de la transformation machiavélienne de la politique, en fait. Du politicien qui auparavant était une personnalité agissante et qui devient en fait un rhétoricien. Et en particulier dans un monde moderne très ouvert aux réseaux sociaux, à la culture du numérique, en fait, qui fait la part belle aux slogans courts, aux punchlines, aux phrases chocs, ce qui contribue encore à la baisse générale, pourrait-on dire, de la sobriété et aussi et surtout de la crédibilité des politiciens dans la vie publique à l'heure actuelle. Ensuite, un dirigeant se doit de faire preuve, autant que possible, d'un certain nombre de vertus. Il doit être volontaire, ne doit pas être pusillanime, prudent et patient, et surtout charitable. C'est-à-dire que, véritablement, il doit être un père pour le peuple. Et quand je dis un père, c'est pas au sens de la propagande stalinienne du petit père des peuples, etc. C'est vraiment quelqu'un qui a à cœur le bien de son peuple, comme si son peuple était ses enfants. Et en fait, cette figure paternelle, et là je vais en profiter pour glisser un grain d'opinion personnelle, elle se retrouve particulièrement dans les monarchies, et en particulier dans les monarchies catholiques. En fait, l'action du politicien, et en particulier son action vertueuse, doit toujours être primairement motivée par l'amour des petits qui composent son peuple. Autrement dit, la vertu primordiale exercée par un homme politique, c'est, sans conteste possible aucun, la charité. De plus, même si j'ai mentionné tout à l'heure que la politique était une discipline d'élite, il faut tout de même que, d'une manière ou d'une autre, le politicien comprenne la vie de la personne de base, si j'ose dire. Parce que, au final, et ça c'est ce que j'ai toujours appuyé en termes politiques, je crois qu'il faut une véritable coopération des classes, absolument nécessaire. Et pour cela, il faut que les classes se comprennent. C'est-à-dire que si un politicien ne connaît pas la vie d'un prolétaire, il ne peut pas comprendre la vie d'un prolétaire. Et donc, il ne peut pas comprendre ses besoins qui ne se résument absolument pas à il nous faut plus d'argent. Non, ces besoins sont beaucoup plus de l'ordre de une vie digne, un travail correct, un maillage communautaire, donc en commençant par la famille, qualitatif, des loisirs et l'opportunité d'une promotion sociale par le mérite. Et tout cela, c'est le rôle de la personne politique de le lui apporter et dans le même temps de faire valoir auprès de cette personne tout ce qui permet de constituer un maillage social serein en promouvant en fait des modèles vertueux, une famille unie, une communauté charitable et soudée, parce qu'en fait, le politicien sera toujours, consciemment ou non, pris comme exemple par le prolétaire, et ceux qui le veuillent ou non, encore une fois. C'est pour cela qu'il faut mettre impérativement fin à la dialectique machiavélienne qui veut absolument séparer le moral et le politique, et qu'il faut restaurer la morale dans la politique, et faire justement en premier lieu des politiciens des exemples moraux. Alors bien entendu, être un personnage vertueux ne signifie pas être angéliste, bien entendu. Ça nécessite également d'être, dans une certaine mesure, réaliste. C'est le fameux dilemme du commandant, en fait, sacrifier 10 hommes pour en sauver 1000. Et quelquefois, cela peut se traduire par la nécessité de réaliser une action extrême vis-à-vis d'un petit nombre pour le bien commun. Par exemple, le cas de la peine de mort qui est défendue en ces termes par saint Thomas d'Aquin, parce qu'il dit pour le bien de la société entière, pour le bien de beaucoup de petits, de beaucoup de
petites gens, il peut être nécessaire d'en retrancher de manière définitive un élément irrémédiable. On le rappellera encore une fois, mais la prudence, la justice et la force d'âme sont des vertus, et ces trois vertus s'opposent frontalement à l'angélisme et à la pusillanimité. Au Parti national breton, lors des journées de formation et de mes diverses prises de parole, j'ai été amené à parler du thème de la vertu et du thème du dirigeant vertueux. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et que je n'hésite absolument pas à transmettre à nos cadres, parce que je crois véritablement que le dirigeant de l'État breton de demain doit sortir de cette dialectique machiavélienne de conservation du pouvoir à tout prix pour être véritablement d'abord une personnalité agissante, une personnalité d'action, mais aussi et surtout une personnalité vertueuse, une personnalité qui agit pour le bien de la population et de la nation bretonne, justement en totale opposition avec les dirigeants de l'État français de la République d'aujourd'hui. Nous voulons prendre soin de notre peuple et de notre nation parce que nous aimons notre peuple et notre nation. Et c'est à cette condition que nous pourrons gouverner dans une Bretagne libérée de l'occupant français pour bâtir une Bretagne forte, fière et libre. Bevet Breiz, Breizatao.